Voilà, je vais donc pouvoir vous parler aujourd'hui de Marcel Conche, dont vous devez connaître le nom, parce qu'il était professeur à la Sorbonne, il est aussi spécialiste de la Grèce antique, et c'est aussi un spécialiste de la morale, et puis un écrivain par ailleurs. Alors moi, ce qui m'intéresse chez Marcel Conche aujourd'hui, c'est en liaison avec la question du matérialisme, c'est la manière dont il pense en quelque sorte la nature dans sa totalité, parce qu'on pourra en tirer des conséquences pour le matérialisme lui-même. Alors, Marcel Conche se réclame donc d'une option philosophique sur le monde qu'il emprunte à la philosophie grecque, à savoir que le monde, c'est une totalité naturelle. Cette nature qu'on peut écrire avec un N majuscule, cette nature est infinie, éternelle et donc incréée. Bon, alors c'est en fait du naturalisme, c'est pas tout à fait du matérialisme, même si ça peut avoir un rapport ensuite avec le matérialisme, parce qu'au sein de cette nature, il se trouve que l'homme, qui est un élément donc de cette nature, est quand même doté d'une liberté et d'un esprit, qui en quelque sorte transcende la nature tout en étant un produit de la nature. Bon, mais si on laisse ça de côté, ce qui est intéressant, c'est de voir le statut ontologique et, j'ai envie de dire, métaphysique qu'il confère à cette option sur la totalité du réel. En effet, pour Marcel Conche, cette totalité du réel, donc qui est naturelle, il la prend à son compte, bien entendu, il est totalement convaincu de cette position, sauf qu'il ajoute cette chose absolument étonnante, qu'il s'agit là d'une option pour lui de nature métaphysique. Et comme elle est métaphysique, elle dépasse bien entendu toutes les preuves qu'on pourrait en donner, et donc il a pour caractéristique assez originale aujourd'hui de dire que cette vision du monde, qui est aussi athée par définition, est littéralement non susceptible d'être prouvée par quelque preuve que ce soit. Elle est donc intellectuellement indécidable, même si lui, bien entendu, il l'a fait subjectivement sienne et qu'il en est convaincu subjectivement, mais il ne peut pas le démontrer objectivement. Donc du coup, c'est une option qui s'offre non à l'argumentation et à la preuve, mais simplement à l'argumentation précisément, mais pas à la preuve, à l'argumentation avec autrui, dans le cadre de l'échange avec l'autre, sans dogmatisme, et avec simplement la volonté de convaincre l'autre que, bien entendu, il faut avoir cette position, mais sans pouvoir en décider sur le plan de la preuve. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette option de Marcel Conche, c'est que je la transpose, quant à moi, par rapport au matérialisme lui-même. Vous voyez, ce matérialisme, donc, dont je vous ai dit qu'il ne le fait pas sien. Alors, il se trouve que, dans sa perspective à lui, cette nature est incréée et infinie, et donc elle est transcendante en quelque sorte. Dans ma perspective à moi, le matérialisme, qui est aussi un naturalisme, bien entendu, mais pris à la lettre et disons, transposé à l'homme intégralement. Ce naturalisme, donc, qui est un matérialisme, m'amène à distinguer au sein du matérialisme deux formes de matérialisme. Il y a une forme de matérialisme que j'appelle immanente, c'est donc un matérialisme immanent, qui est tout simplement tiré de la théorie de l'évolution de Darwin, dont j'ai déjà parlé, qui nous démontre, elle ne nous montre pas seulement, elle nous le démontre, c'est acquis désormais, qui nous démontre que l'homme est un produit de la nature et donc une forme de cette nature. Bon. Ça, c'est un matérialisme qui est scientifiquement démontré, et qui nous prouve que la pensée humaine est une fonction du cerveau, tout simplement. Bon, contrairement à ce que toute une tradition spiritualiste a pu le dire, y compris quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, dont vous avez déjà parlé, quand il était imprégné par la phénoménologie, et avant qu'il ne se tourne, bien entendu, vers le matérialisme, disons, dans les années 50. Alors, ce matérialisme-là, pour moi, immanent,
il est littéralement prouvé, certain. Hein. On ne peut pas le récuser, sauf à s'enfoncer dans des préjugés, littéralement, liés à l'idéalisme qui a dominé la philosophie durant des siècles, à l'abri, bien entendu, aussi de l'influence de la religion. Mais il y a, quand on dit cela, hein, quand on dit que l'homme est un produit de la nature, on ne se prononce pas au nom de la science. On ne se prononce pas sur l'origine de sa nature, sur éventuellement sa finalité, et éventuellement sur le sens qu'elle peut présenter. Hein. Donc on peut, à ce moment-là, tout en gardant le matérialisme scientifique immanent dont je vous ai parlé, ne pas affirmer que la nature est infinie, incréée et éternelle, hein, comme le prétend Marcel Conche. Hein. On peut laisser en suspens, en quelque sorte, hein, la question de l'origine ultime du monde naturel, de sa finalité ultime et du sens qu'il peut avoir. Hein. Alors on peut, bien entendu, comme c'est mon cas, disons, s'abstenir d'attribuer une origine divine, hein, mais on peut aussi, bien entendu, lui attribuer une origine divine avec les autres conséquences que j'ai indiquées. Hein. Donc ça veut dire que il y a en réalité, quand on est matérialiste au sens immanent du terme, mais qu'on veut se prononcer sur, disons, le matérialisme au sens transcendant du terme, il y a, je crois, deux formes d'athéisme. Hein. Il y a ce que j'appelle un athéisme privatif, théisme, hein, on se prive, hein, de l'affirmation de Dieu, hein, on s'en passe tout simplement, et on laisse la question totalement ouverte, hein, elle durera peut-être tout à la fin. Mais il y a aussi un athéisme à ce moment-là dogmatique, hein, le premier étant une forme d'agnosticisme en réalité, hein, mais l'athéisme dogmatique consiste précisément, comme le fait Marcel Conche dans le cas de son naturalisme, et comme l'ont fait beaucoup de matérialistes, disons, s'inspirant de Marx, d'Engels ou d'autres, hein, à savoir que le matérialisme était nécessairement athée. Hein, et je rappelle que pour des raisons politiques, d'ailleurs, tout simplement, hein, il y a eu une époque où, quand on était membre du Parti communiste, il fallait faire profession, bien entendu, d'athéisme au sens dogmatique du terme. Or, cette position, pour moi, n'est pas acceptable intellectuellement au sens où elle serait certaine. Hein. Par contre, elle est bien entendu possible. Hein. Et là, je reviens donc à mon premier propos, c'est qu'une fois qu'on a admis que l'homme était un produit de la nature, hein, et une forme de nature, et que donc que l'on a résolu sur cette base un certain nombre de questions philosophiques, hein, j'en ai déjà parlé, comme la liberté, hein, comme la religion, hein, comme les croyances religieuses, hein, j'entends par là, hein, et les pratiques religieuses, hein, et bien d'autres questions, bien entendu, hein, on peut quand même laisser la porte ouverte à des questions métaphysiques ultimes, hein, qui dépassent le statut du monde physique. Hein. Et ces questions métaphysiques ultimes, ce sont des questions auxquelles tout individu est confronté, hein, alors même qu'il serait bien entendu matérialiste. Hein. Par conséquent, et je prends un exemple, si vous voulez, encore plus simple et plus net, parce que là je l'emprunte, disons, indirectement, je dirais, à quelqu'un comme Denis Moreau, hein, qui enseigne à la faculté de Nantes, et dont je suis proche par certains côtés, je dirais, hein, parce que c'est un esprit ouvert. Quelqu'un comme Denis Moreau a écrit un petit livre assez provocateur, hein, qui s'intitule « Comment peut-on être catholique aujourd'hui, hein, et dans lequel il développe une conception du monde de l'homme et de la nature qui est empruntée aux sciences, et il ne récuse pas du tout les sciences. Hein. Donc il admet la genèse naturelle de l'homme à travers l'évolution, et en partant d'une nature primitive qui n'est pas pensante, hein, mais il est capable, direz-vous, d'ajouter que cette nature aurait très bien pu, disons, être mue par derrière, en quelque sorte, si vous voulez, hein, ou par en dessus, pas par en dessous, par en dessus, elle aurait pu être mue par une intention divine, de telle sorte que, parce que sa formule se trouve chez lui dans son livre, de telle sorte que la nature ait réussi à faire advenir un homme qui s'appelle Jésus, à être à la fois naturel et surnaturel. Or, c'est là une addition qui ne relève pas de la science. C'est une addition littéralement métaphysique qu'il a le droit de faire
mais à une condition, à mon avis, qui est essentielle, c'est qu'il ne la fasse pas passer, bien entendu, pour une affirmation scientifique. L'évolution n'a pas du tout pour objectif de faire apparaître un homme qui s'appellerait Jésus, mi-naturel, mi-surnaturel. Mais à condition, tout simplement, que cette addition métaphysique n'interfère pas avec les résultats concrets des sciences. Et par conséquent, il ne faut pas que cette addition soustrait quoi que ce soit à la positivité scientifique. Voyez. Et en ce sens-là, donc un naturalisme, qui accepte les sciences et qui s'ouvre à autre chose, doit bien distinguer les deux moments de son processus intellectuel, le premier qui accepte les sciences et son matérialisme immanent, et le deuxième qui accepte qu'il puisse y avoir autre chose. Bon, on peut aussi, comme c'est mon cas, être confronté à ce genre de questions, sur cette autre chose possible, et simplement reconnaître avec différents penseurs, comme Wittgenstein, par exemple, voir dans certains cas, Bertrand Russell, ou John Dewey aux États-Unis, on peut admettre qu'après tout, ce sont des questions qui sont littéralement indécidables. Bon, et comme elles sont indécidables, on décide, si je puis dire, de ne pas y répondre, et à ce moment-là, on s'en tient à une attitude, si vous voulez, agnostique, mais qui est quand même une attitude qu'on peut dire inquiète, mais d'une inquiétude qui est saine, parce que cette attitude ne s'enferme pas dans une quelconque position dogmatique. Merci.